Bien, donc on en est à la deuxième partie d'informatique, ou la première, je ne sais pas si j'avais fait une première partie, genre Python générique ou un truc comme ça. D'accord, mais en tout cas, là on rentre vraiment sur un truc comme ça, donc je vais l'appeler I01, sachant que ce qu'on a fait avant c'était le 00, la partie d'introduction au Python, donc algorithmique. Chapitre assez long, assez lourd. Et donc on y va. Je vais faire donc un premier chapitre qui s'appelle la complexité, d'accord, sur cette histoire-là, d'accord. Donc on va faire un grand A ici, notion de complexité. On illustrera ça en TD la semaine prochaine, d'accord. Et donc on a deux choses à faire cette semaine et la semaine prochaine, c'est les trucs algorithmiques. Alors l'idée est relativement simple et ça c'est important à comprendre. Et en fait je vais d'abord vous donner une définition d'un algorithme, d'accord. Et la complexité sera l'évaluation de la complexité sera une conséquence de ça. Alors pour vous c'est quoi un algorithme ? Ok, ouais, c'est pas mal. Bof, ouais. Une succession d'actions sans intervention humaine. Pourquoi ? Tu peux faire un algorithme toi-même, hein. L'algorithme d'Euclide, il n'est pas fait par les ânes, hein. C'est traduit contraire. Donc le fait qu'il n'y ait pas d'intervention humaine, c'est nouveau ça. Intéressant. Je rappelle qu'il y a un qui s'appelle l'algorithme d'Euclide, hein. Il n'avait pas de PC sous la main, Euclide, hein. D'accord ? Quand même. Ouais. On prend des valeurs de départ, Ouais. on a un processus avec plusieurs fonctions, ça nous donne... D'accord. Mais par exemple, pour vous, faire de la pâte à crêpes, c'est pas un algorithme. Si, faire de la pâte à crêpes, c'est un algorithme. D'accord ? Donc il y a avec des valeurs en fait. Vous ne mangez pas des valeurs, sinon vous n'allez pas vous faire grand chose quand même. Ouais. C'est une suite d'instructions organisées. Suite d'instructions organisées, ouais, mais il vous manque quand même. Pourquoi on fait ça, je veux dire ? Par contre, danser la rumba, c'est pas un algorithme. Ouais, c'est aussi une suite d'actions organisées, a priori. Ouais. Certes, mais danser, oui, bof, ouais. Oui, certes, mais encore une fois, quand on a quelque chose au départ, quand on danse de la rumba, on a un danseur au départ et un danseur fatigué à l'arrivée, mais c'est pas un algorithme, ça. Pourquoi c'est quoi la différence entre faire de la danse et faire de la pâte à crêpes ? Ouais. Parce que faire la pâte à crêpes, c'est toujours la même méthode, mais on l'a créé à l'avance. On la crée à l'avance, mais parce qu'on a envie de quoi ? On s'attend à un résultat. Mais surtout, on veut quoi quand on fait de la pâte à crêpes ? On veut les crêpes quand même, on est d'accord ? C'est ça le but. Ok ? Donc déjà, l'algorithme, c'est un but. D'accord ? Le but d'un algorithme, c'est de résoudre un problème. Donc ça, c'est le premier truc qui est important. C'est pas tant la méthode qui compte, mais surtout ce qu'on a envie de faire. Donc un algorithme, c'est une méthode. D'accord ? Pour résoudre un problème, quel qu'il soit. Un problème au sens le plus général du terme. Hein. Trouver la décomposition en facteur premier d'un nombre ou manger des crêpes ce soir. D'accord ? C'est un problème. D'accord ? Voilà. C'est une méthode pour résoudre un problème. Et effectivement, comme vous l'avez souligné, cette méthode doit être systématique. Elle doit marcher à tous les coups. D'accord ? S'il faut à chaque fois tripatouiller le truc, c'est pas un algo. Et donc elle doit marcher à tous les coups. Elle doit toujours se terminer. D'accord ? Autrement dit, elle doit se faire en un nombre fini d'étapes. D'accord ? Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Je vous donne un algorithme. Donnez-moi l'intégralité des décimales de pi. On a un algorithme pour faire ça. Mais c'est pas un algorithme. Pourquoi ? Parce que il y en a beaucoup des décimales de pi. Genre vraiment beaucoup. D'accord ? Voilà. Ok ? Donc ça, c'est le deuxième truc. Donc en fait, il y a des algorithmes qui sont, enfin des choses qui ont un objectif qui ne sont pas des algorithmes parce qu'il n'y a pas de finitude. D'accord ? Ça ne s'arrête jamais. Oui ? L'algorithme a toujours la même sortie. Un algorithme, théoriquement, doit avoir toujours un algorithme donné doit toujours avoir la même sortie. C'est-à-dire que c'est une résolution systématique d'un problème. D'accord ? Voilà. Qui peut être, si ça ne marche pas, ou ça va planter au bout d'un certain temps, mais voilà. Et le troisième truc qui est important, donc je vais vous faire la définition. Je vais la commencer à l'écrire, puis je vais la compléter, puis on reste à la fin. Donc, un algorithme est une méthode. Donc, je vais souligner les mots importants. Systématique. Premier mot important. De résolution d'un problème
en un nombre fini d'étapes et en un temps humainement acceptable. Troisième aspect. Oui. Imaginons, je crée un algorithme, Oui. c'est moi qui le fais moi-même, Oui. à la main. Il prend par exemple 2 années. Oui. Alors que si c'est un ordi qui le fait, il prend 10 secondes. Donc disons, c'est humainement acceptable. D'accord? Donc, effectivement, ce qui va rentrer dans la case des algorithmes ou des algorithmes envisageables dépend effectivement essentiellement de la vitesse d'exécution de l'algorithme. D'accord? Il est clair qu'aujourd'hui, faire une résolution d'une équation différentielle de façon numérique, ça prend 2 coups de cuillère à peau. D'accord? Alors qu'effectivement, par un être humain, c'est quand même vachement plus long. D'accord? Néanmoins, un algorithme de complexité factorielle, bah, ça prend 10 puissance 200 siècles et puis c'est terminé. C'est toujours pas une mesure acceptable, ça. D'accord? Voilà. Donc effectivement, dans cette définition, il y a 3 aspects. Et c'est ces 3 aspects qui vont vous intéresser dans les cours à venir. Systématique. Vous allez donc devoir prouver que votre algorithme fait toujours bien son boulot. Ça s'appelle la preuve de correction. Le fait que l'algorithme se termine toujours, ça c'est un truc propre aux machines. D'accord? Au fait que vous avez une boucle. En fait, c'est un truc propre aux conditions while. Tant que on continue, d'accord? Si jamais vous avez un while, ça veut dire qu'à un moment donné, bah, si ça marche, enfin voilà, vous devez prouver que vous sortez de la boucle while à un moment donné ou à un autre, ok? Ça s'appelle la preuve de finitude, cette histoire, d'accord? Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le temps humainement acceptable. C'est ce qu'on appelle l'évaluation de complexité. Autrement dit, grosso modo, le nombre d'étapes à la louche, d'accord? C'est combien? Et ce nombre d'étapes va être conditionné au format en général de vos paramètres d'entrée. Par exemple, si vous avez une liste à trier avec 1 million de termes, combien d'étapes vous allez prendre pour trier cette liste? Est-ce que c'est 1 million? Est-ce que c'est 1 million au carré? Est-ce que c'est 1 million au cube? Est-ce que c'est factoriel 1 million? Et vous voyez que si vous avez une vague connaissance des entiers, entre ces 3 propositions, c'est pas exactement le même délire. D'accord? Par exemple, rechercher quelque chose dans un ensemble non ordonné. Si vous avez n éléments et que vous voulez savoir si un élément est dedans, bah, la complexité de ça, c'est a priori n. Vous devez scanner tout, d'accord? Parce que le pire des cas, c'est si le truc n'est pas dedans. Si par exemple le truc est ordonné, comme dans un dictionnaire, vous savez bien que pour chercher un mot dans un dictionnaire, vous ne lisez pas tout le dico. Vous avez une méthode qu'on appelle la méthode de dichotomie, qui cherche en fait à couper le problème en deux, jusqu'à ce que vous arriviez sur la page. Ça, c'est en logarithme en base 2 de n. Si on fait un peu le décompte, ça signifie que comme 2 puissance 10, ça fait 1024. À la louche, si vous avez une liste de 1000 éléments, si vous cherchez en non ordonné, c'est 1000 étapes. D'accord? Si vous cherchez en ordonné, c'est 10 étapes. On ne parle pas exactement de la même chose. D'accord? Et on ne parle pas exactement de la même chose, que ce soit un ordinateur qui le fasse ou un humain qui le fasse. D'accord? Ce sera toujours 1000 fois plus, enfin là en l'occurrence 100 fois plus lent, dans un cas que dans l'autre. D'accord? Que ce soit 1 seconde par exploration ou 1 nanoseconde par exploration. C'est toujours 100 fois plus lent. Ouais. Du coup, quand on dit temps humainement acceptable, c'est pas en fonction du temps des secondes, en fonction. Là, c'est le nombre d'étapes, et après, tu évalues en fonction. Tu es capable ensuite de faire un ordre de grandeur du temps que ça va te prendre en fonction de la puissance de calcul que tu as. Par exemple, typiquement, si tu fais des mots de passe cryptés, par décomposition en facteur premier, par exemple, ce genre de conneries, aujourd'hui, le secret bancaire, c'est que ça doit être incassable en un temps humain, modulo la loi de Moore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais un algorithme qui prend tant de temps, sauf que tu sais que la puissance de calcul double tous les 18 mois. Et donc tu sais que dans 30 ans, en fait, ce temps de temps va être grosso modo divisé par 2 puissance 15, à la louche. D'accord? Et donc si aujourd'hui un truc prend 10 ans, en fait, il s'avère que probablement dans 30 ans, il prendra quelques jours. Donc il ne faut pas que ça prenne 10 ans, il faut que ça prenne 10 puissance 30 siècles. Là, tu t'en fous, c'est bon, il n'y a pas de problème. Etc. etc. D'accord? Aujourd'hui, casser un mot de passe en MD5, par exemple, ça prend 1 seconde. Il y a 15 ans, ça prenait des décennies. Voilà. C'est pas compliqué, d'accord? Parce qu'il y a des databases par ailleurs, c'est juste une librairie de recherche maintenant. Donc voilà, simplement parce qu'à un moment donné, on a eu la puissance de calcul pour générer quasiment toutes les combinaisons possibles.
Et donc maintenant, il suffit de faire de la rétrocombinaison. Facile. D'où le fait que plus personne, théoriquement, code des cryptages comme ça. Etc., etc. Donc ça, c'est un truc qui est extrêmement important. Ok, donc je vais vous expliquer aujourd'hui, c'est que la complexité. Et on va voir un peu comment ça se passe. D'accord? D'accord là-dessus? Donc voilà. Donc, pour évaluer ce dernier point, on utilise ce qu'on appelle la complexité algorithmique asymptotique dans le pire des cas. Ou complexité pour les intimes. D'accord, voilà. Donc le vrai mot, c'est complexité algorithmique asymptotique dans le pire des cas. Voilà, d'accord. Donc on va essayer de regarder ce que veulent dire tous ces termes et pour évaluer la complexité. L'idée est relativement simple. On essaye de compter le nombre d'étapes élémentaires qu'un programme va faire qu'un algorithme va faire lors de son exécution. Et on le compte dans le cas où l'algorithme prend le plus de temps, ou prend le plus d'étapes, d'où le fait que c'est la complexité dans le pire des cas. D'accord ? Donc, on compte le nombre d'étapes élémentaires qu'un algorithme va effectuer dans le cas où il dure le plus longtemps. D'accord ? Voilà ce qu'on appelle la complexité. D'accord. Voilà. Et donc ceci s'appelle la complexité temporelle, parce que grosso modo, on imagine qu'une étape élémentaire prend toujours le même temps. Alors faites attention, c'est une grosse approximation. Si on fait dans le détail, c'est pas vrai. Une addition, par exemple, ça prend pas le même temps qu'une multiplication. Une addition, grosso modo, c'est essentiellement lié au nombre de chiffres en base 2. Une multiplication, c'est essentiellement lié au nombre de chiffres en base 2 au carré. D'accord ? C'est l'algorithme de multiplication standard. Si vous faites ça avec des flottants, vous allez plutôt être lié au nombre de chiffres dans la mantis. Pas les exposants, c'est une addition. Donc tout ceci est sujet à beaucoup de questions si vous voulez faire ça dans le détail. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est une espèce d'évaluation pour comparer les divers algorithmes entre eux. D'accord ? Alors, cette complexité est appelée complexité temporelle. Et notée grand T. On appelle grand T comme temps. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Pour les plus curieux et curieuses d'entre vous, il existe une autre complexité qui est la complexité spatiale, qui est en fait la taille intermédiaire éventuellement que votre algorithme va utiliser sur un disque dur pour fonctionner. D'accord ? La complexité spatiale est quelque chose qui est devenu quelque chose de quasiment anecdotique, tout simplement parce qu'en fait, les capacités aujourd'hui de mémoire vive sont considérables, ou de mémoire même directe, sont considérables par rapport au temps. D'accord ? Globalement, il existe très peu d'algorithmes, il y en a, mais il existe très peu d'algorithmes limités par la complexité spatiale. D'accord ? Voilà. On évalue également, donc ça c'est juste pour remarque, la complexité spatiale S, qui est la place utilisée par l'algorithme. Je vais donner un exemple très simple. Imaginez que vous veniez de déménager, et donc vous avez une très grande bibliothèque, d'accord ? Vous avez à peu près 1000 bouquins. Et ils sont sur les étagères, mais ils sont en désordre. D'accord ? Vous les avez juste rangés à l'arrache comme ça, histoire de gérer les cartons, mais maintenant il va falloir les trier. D'accord ? Vous avez plusieurs algorithmes. Vous avez des algorithmes où vous allez faire des permutations, d'accord ? Ça peut prendre plus ou moins de temps, mais en complexité spatiale, ça va être très faible, c'est-à-dire que vos livres vont rester rangés.
vous avez des algorithmes où vous allez faire des tas bien ordonnés, puis les faire comme ça, c'est-à-dire que vous allez sortir tous vos bouquins et les ranger au fur et à mesure, d'accord? Ça va vous donner une complexité spatiale qui est beaucoup plus grande. D'accord? C'est juste à un moment donné, vous allez avoir un merdier complet de livres dans votre chambre, d'accord? Puis, bon, arrivé, vous espérez que ça va se ranger bien, mais entre les deux, vous avez un problème. Donc, il y a des fois des discussions sur complexité spatiale après. Oui? La complexité spatiale, est-ce qu'il y a la Place utilisée par l'algorithme. La place, tout simplement, l'espace mémoire. Pour des gens parmi vous qui font de l'Arduino, c'est hyper important, pour le coup. Parce que les Arduino n'ont pas des places illimitées, donc en particulier, vous ne pouvez pas créer des objets de taille mobile. Donc il faut que tout reste coincé, donc vous devez choisir les algorithmes qui restent coincés. Mais majoritairement, au programme, vous avez que la complexité temporelle. D'accord? Voilà. Alors, l'idée est la chose suivante. En fait, en général, l'évaluation de la complexité est liée à la taille des données d'entrée. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes d'accord que trier, par exemple, moi je reprends toujours l'exemple de ma bibliothèque, parce que c'est vraiment un truc de base. Si vous avez 10 livres à classer par ordre alphabétique, c'est pas exactement la même chose que si vous en avez 500 ou 1 million. D'accord? C'est juste, on voit bien que c'est en général proportionnel. Une fonction croissante de la taille du nombre du truc d'entrée. Donc en général, la complexité s'évalue en fonction de la taille n des données à traiter. Donc, n, ça peut être la taille d'une liste, ça peut être le nombre de chiffres dans un nombre, etc., etc. D'accord? Donc, taille d'une liste, nombre de chiffres, etc., etc. D'accord? Par exemple, imaginons que vous voulez faire un algorithme qui, à partir d'une position aux échecs, vous donne la liste des positions suivantes possibles. D'accord? C'est un algorithme tout à fait possible. Ça va être essentiellement lié au nombre de pièces qui sont posées sur l'échiquier. Si vous avez une pièce, ça ne va pas être fou. Si vous en avez 10, ça va être un peu plus compliqué. D'accord? Voilà. Donc, souvent, n, c'est ça. C'est un truc comme ça. Alors, pour simplifier le problème, on évalue en général ce qu'on appelle la complexité asymptotique. Autrement dit, en fait, on va prendre un équivalent grossier de votre évaluation asymptotique. Donc, on prend en général ce qu'on appelle la complexité asymptotique, qui est un équivalent grossier. Est-ce que vous avez vu avec M. Lévy des trucs comme des petits taux et des grands taux? Ou est-ce que vous n'avez pas encore croisé ça? Ok, bon, c'est pas grave, je vais faire ça à l'arrache. D'accord? Voilà. Alors, je vais vous donner un exemple. Si vous avez un truc du type 1 plus 4n plus 7n carré, d'accord? Si vous prenez un équivalent, vous avez compris ce qui se passait avant, c'est 7, d'accord? Et quand n devient très grand, pour le coup, ok? Ça, en fait, vous allez dire, donc ça, c'est équivalent à 7n carré, dans ces histoires-là, d'accord? On est au clair là-dessus? Et en fait, sur un exemple comme ça, là, on note ceci, grand θ de n carré. Donc, grand θ, c'est une espèce de notation qui vous raconte un majorant au plus près. D'accord? C'est un truc qui vous caractérise grosso modo comment ce truc se comporte. Par exemple, 7n carré ou 10n carré ou 0,5n carré, tout ça, c'est un grand θ de n carré. Oui. Alors, vous avez découvert un truc qui s'appelle le grand taux. D'accord? Le grand taux, c'est un truc qui va... En fait, G est un grand taux de f si, grosso modo, il existe un moment au-delà duquel le rapport f sur g reste borné. D'accord? Voilà. Donc, le grand taux, c'est pas hyper intéressant, parce que, bien entendu, n carré, c'est majoré par n cube, factoriel de n. En gros, factoriel n est un grand taux de n'importe quoi, à peu de choses près. D'accord?
D'accord? Voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, tu peux par contre essayer de trouver la fonction entre θ et g telle que f est un grand taux de g, mais que g est aussi un grand taux de f. Tandis que le rapport des deux reste borné, c'est-à-dire que f sur g reste borné et g sur f reste borné. Et là, tu vois que mon raisonnement avec factoriel n, il ne marche plus. Parce qu'il y en a qui tend vers 0 et donc l'inverse tend vers plus l'infini. Ça, en fait, c'est ce qu'on appelle la notation grand θ, c'est ce qu'on appelle la notation de Landau. En gros, je ne vais pas rentrer en détail mathématiques parce que vous les utiliserez littéralement jamais. C'est pour vous dire que grosso modo, ce truc-là vous donne une estimation du comportement général de ce truc-là. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle une complexité asymptotique quadratique. En gros, votre algorithme, et ça vous permet surtout de savoir ce qui se passe lorsque vous augmentez la taille des données. Ce que ça vous raconte, c'est que si la taille de vos données est multipliée par 2, alors le temps de traitement sera multiplié par 4. Et ça marche que vous ayez un 7, un 12, un 40 000 devant, à partir du moment où ce truc-là ne dépend pas de n. Donc la notation en grand θ, c'est une notation qui vous raconte surtout qu'est-ce qui se passe si je fais gonfler la taille de mes données. Et vous voyez qu'en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur du grand θ, vous n'aurez pas du tout les mêmes impacts. D'accord? Vous comprenez l'exemple? Je ne vais pas les multiplier, c'est vraiment ultra simple pour le coup, et vous allez voir qu'en fait, on fait ça vraiment à la machette. D'accord? Donc l'idée est la chose suivante. Cette notation mesure l'impact de l'augmentation de n sur le temps de l'algorithme. Donc pour reprendre la conversation que j'ai eue avec Samy tout à l'heure sur est-ce qu'on utilise un ordinateur ou pas, vous voyez qu'en fait cette évaluation n'est pas vraiment le problème, c'est de vous dire ok, j'ai un algorithme qui fait tant, est-ce que je peux lui demander 10 fois plus? Et ça, d'accord? Imaginons j'ai un algorithme qui m'a pris 1 heure, est-ce que je peux lui faire le même avec 10 fois plus de data en entrée? Si c'est un truc en temps constant, ça me prendra le même temps. Si c'est en log, ça ne sera pas grave. Si c'est linéaire, ça me prendra 10 fois plus de temps. Si c'est en carré, ce sera 100 fois plus de temps. Si c'est en cube, ce sera 1000 fois plus de temps. Si c'est en 2 puissance n, ce sera en 2 puissance 10 fois plus de temps. Et si c'est en factoriel n, bah, je vais me coucher. D'accord? Parce que factoriel, ça monte vite. On est d'accord là-dessus? Donc en gros, ça vous permet aussi de détecter des algorithmes acceptables. À peu de choses près, un algorithme est considéré comme acceptable s'il est polynomial. Autrement dit, s'il va jusqu'à n cube. Au-delà, vous savez que vous vous engagez dans un cauchemar sans nom. Tout simplement parce qu'une fonction puissance, ce n'est pas la même chose qu'une fonction polynomiale. Vous avez peut-être déjà entendu parler du problème PNP, d'accord, qui consiste à dire qu'on est capable de ramener n'importe quel algorithme de complexité dégueulasse à un algorithme intelligent qui aura une complexité polynomiale. D'accord? C'est un des problèmes du millénaire, de savoir si c'est systématiquement possible, quand même. Voilà, juste pour information. Voilà, $1 million à la clé. Voilà. Voilà. D'accord. Donc, oui, c'est pas tant que ça, finalement. Voilà. C'est, ouais. Il suffit d'aller à Dubaï et faire 2-3 trucs et on fait pareil, quoi. Voilà. Donc, on est parti. On est d'accord là-dessus? Donc là, je vais vous donner simplement les divers critères par ordre de grandeur croissant des complexités. Oui, je t'écoute. Il n'est pas caractérisé, c'est une notation. Il ne vaut rien. On dit ça, c'est un θ de n carré. C'est ça. Le n carré, ça dépend des algorithmes, justement. Ça sera n4 pour le coup. D'accord? Donc on y va, on va les mettre dans... Oui, je t'écoute. Ouais. Il est réfléchi de sorte à maximiser la complexité temporelle. Donc, en général, on essaye de minimiser la complexité temporelle. Mais bien sûr, si on veut rendre un truc incassable... De toute façon, c'est ce que tu fais quand tu construis une porte, sans aller dans les algorithmes. Si tu construis une porte pour que les gens ne rentrent pas chez toi, tu maximises la complexité temporelle de ta porte. Et grosso modo, combien de temps elle dure, quoi. C'est pas très compliqué. Donc, c'est vraiment extrêmement important de voir ce genre de choses. Donc là, c'est vos premières définitions. Donc, on y va. On distingue par complexité croissante. Concentrez-vous s'il vous plaît. Donc quand je dis par complexité croissante, ça signifie donc qu'un algorithme, si vous mettez à la suite un algorithme plus bas devant l'algorithme plus haut, ce sera ça. On va regarder comment ça marche.
Alors, les premiers, c'est les plus sympas, c'est ceux qui sont en θ de 1. Ces algorithmes-là, ça s'appelle les algorithmes en temps constant. Ça veut dire qu'ils sont indépendants de n. Voilà. Je vous donnerai quelques exemples mais, par écrit, mais là je peux vous les donner déjà comme ça à l'oral. Par exemple, si vous avez une liste et que vous voulez en connaître la longueur, ça c'est en temps constant. Parce qu'en fait, Python stocke la longueur de la liste avec lui. Et donc c'est une information qui est toujours disponible. Donc si vous avez une liste de 2 termes ou une liste de 1 million de termes, quand vous l'avez construit, et ben en fait, Python est au courant qu'il fait 1 million de termes. Donc vous le savez. Voilà, ça fait le truc en temps constant. Vous n'avez pas besoin de vous en foutre de la taille de ce truc-là. Je peux vous donner un truc plus intéressant, on va faire la cuisine, d'accord? Si vous faites de la pâte à crème, d'accord? Vous voulez prendre une cuillère à soupe de farine, c'est en temps constant. Prendre une cuillère à soupe dans un sac de farine ne dépend pas de la taille du sac de farine. D'accord? S'il fait 200 kg ou 5 kg, ça c'est une opération en temps constant. Transporter le sac, c'est pas le même. On est d'accord? Si on fait des analogies. Oui, je t'écoute. Égal indépendant de n. On est d'accord? Donc ça, il y en a plein des algorithmes comme ça, d'accord? Et en fait, toutes nos opérations de base, on va considérer que c'est du θ de 1. Addition, machin truc, etc. Oui. Du coup, si l'opération fait en fait ça, c'est Ça, j'en sais rien, ça dépend de ta force. Moi, je dirais une évaluation musculaire d'un seuil de portage avec une petite puissance, quoi. Voilà, mais bon. Et c'est juste pour enfin, c'était juste une illustration, hein, je ne vais pas non plus passer des heures par les Celui juste après, c'est θ de n. Pardon, il m'en manque un. C'est grand θ de logarithme népérien de n. Ça, oui. juste pour revenir sur le θ1. Oui. Si vous faites une addition quoi, c'est juste qu'on considère très proche de 1, donc On considère que en fait, en gros, en général, on considère que l'addition c'est extrêmement rapide. D'accord, que c'est une opération élémentaire. Très souvent, en fait, n, ça va être la taille d'une liste de nombres, et on s'en fout un peu de la taille des nombres à l'intérieur. Et si je fais une addition à quelqu'un... Ah non, non, je suis d'accord que ceci est largement sujet à caution, et que quand tu commences à taper avec des nombres qui ont 10 puissance 4000 chiffres, oui, effectivement, enfin, commencer à se poser des questions. Voilà. Mais je suis d'accord avec toi, hein, que le on considère est important dans cette histoire. θ de log de n, donc complexité logarithmique. D'accord? Une complexité logarithmique, ah bah tenez, quand même, je l'ai rajouté, donc je vais vous donner quand même 2-3 timings. Je vais vous refaire le guide de survie en Python, parce que j'ai rajouté un truc justement sur la complexité. Voilà. Où est-ce qu'il est? Super. Alors, je vais vous donner des temps à chaque fois, d'accord? Donc dans les complexités, j'ai décidé que j'allais prendre comme base une liste qui fait 1 million de termes. D'accord? Alors ça vous semble peut-être beaucoup, 1 million de termes. Oui, si c'est votre bibliothèque, ça fait beaucoup de livres. Mais en fait, factuellement, 1 million de termes, c'est typiquement la longueur d'une messagerie, tu vois, dans une toute petite structure. C'est à peu près n'importe quoi. Et 1 million de termes, c'est plutôt un jeu de données petit. Vous pouvez imaginer par exemple que pour faire un truc comme Google Maps, le nombre de nœuds du réseau, c'est toutes les intersections. Chaque intersection. À chaque moment où vous pouvez changer de route, vous avez une donnée. Je ne sais pas si vous avez une vague idée de ce que vaut n, quand même. D'accord? Voilà. Sachant que l'algorithme naïf du plus court chemin, c'est ça factoriel. Donc c'est pas celui-là qui est utilisé dans vos GPS, d'accord? Sinon, les cadavres de vos descendants regarderont le résultat. Juste avant qu'un soleil se transforme en géante rouge, probablement. Voilà. Pour la 10 puissance 200e fois dans... D'accord? L'occurrence du Big Bang, quand même. D'accord? On parle de ça, à tes souhaits. Donc, si vous avez un truc en temps constant... Donc, mon idée, dans les temps que je vais vous donner là, pour que vous vous rendiez compte, c'est... Je considère une liste de 1 million de termes, et je considère qu'une opération élémentaire prend 1 nanoseconde. C'est-à-dire un processeur standard, d'accord, dans ces histoires. On est d'accord sur ces deux ordres de grandeur-là? 1 nanoseconde pour une opération élémentaire, un objet qui a 1 million de termes dedans. Si vous êtes donc en temps constant, mon opération prendra 1 nanoseconde. Tout simplement, d'accord? Si vous êtes en logarithmique, et que je passe en log en base 10 pour ne pas me faire chier à faire les calculs, ce truc-là vous prendra 6 nanosecondes. Parce que le logarithme en base 10 de 10 puissance 6, ça vaut 6. D'accord? Ça vous fait 6 étapes. On est au clair là-dessus? Bon, ces histoires. Voilà. Donc, vous voulez que je vous les indique, les chiffres? Comme ça, c'est rigolo. À la limite, on peut faire ça. D'accord? C'est une opération égale 1 nanoseconde, n égale 10 puissance 6, si vous voulez noter les conditions d'évaluation de ce truc-là. D'accord?
1 ici. Arrêtez. Il y a un truc qui me fascine chez au moins un tiers d'entre vous. Je viens de répéter 4 fois ça. Pourquoi vous découvrez ce que je suis en train d'écrire? Même si j'écris mal. D'accord? Vous n'êtes pas censé déchiffrer ça. Je suis censé littéralement écrire ce que j'ai dit 5 fois dans les 2 dernières minutes. Il y en a plein parmi vous qui n'écoutent pas ce que je raconte. Et qui souffrent chez eux selon toute probabilité. Voilà. Donc, une opération. Donc, vous n'êtes pas obligé de réveiller votre cerveau à chaque fois que j'écris. Il faut aussi réveiller quand je parle, c'est-à-dire tout le temps, en fait. D'accord? On dirait une sortie de veille de Windows 95, quoi. Donc, une opération égale 1 nanoseconde, d'accord? N égale 10 puissance 6. En temps constant, mon algorithme, enfin mon étape en tout cas, prendra donc 1 nanoseconde. En logarithmique, 6 nanosecondes. Si je prends un logarithme en base 10, d'accord? On est d'accord? Log de 10 puissance 6 égale 6, sans problème. Si maintenant je suis en grand état de n. Grand état de n, c'est ce qu'on appelle une complexité linéaire. Linéaire, ça signifie que grosso modo, vous avez autant d'étapes à faire que d'éléments dans votre truc. C'est bon? J'ai ça? Donc vous avez donc 10 puissance 6 étapes à faire, chacune durant 10 puissance moins 9 secondes. Ça fait effectivement 10 moins 3, vous en avez à peu près pour 1 milliseconde. D'accord? Vous constatez que la différence entre les deux est considérable. Bien sûr, pour un être humain, 1 milliseconde, c'est pas foufou par rapport à 1 nanoseconde. Il ne faut pas le faire 1 million de fois quand même. Hein. Ça, vous pouvez le faire 1 million de fois sans vous en rendre compte. Ça, si vous le faites 1 million de fois, ça prend quand même 1000 secondes. C'est-à-dire 20 minutes. C'est long. D'accord? Voilà. Je vous rappelle qu'on considère que sur Internet, une page qui met plus de 4 secondes à se charger est une page qui n'est pas vue. Non, vous attendez, personne attend 4 secondes devant une page en train de se charger. Oui. Oui, c'est moi qui bats. C'est pas dur à faire, enfin. Non, mais je l'ai fait de tête devant vous, quoi. Vous n'avez pas besoin de trouver. D'accord que je l'ai fait. On les a calculés nous-mêmes, les durées, là. D'accord. Donc tu sais comment j'ai trouvé 1 milliseconde. J'ai dit que c'était 10 puissance 6 étapes. D'accord? Super. On continue. Samy se dit, je vais me faire tuer. Je veux pas mourir. Pas un mardi. Voilà. Donc, ensuite, on va partir. Celle d'après, c'est n log de n. N log de n, ça c'est l'étape d'après, c'est ce qu'on appelle la linéaro-logarithmique. Bah, c'est pas dur, hein. C'est n log de n, logarithmique. Donc, cette complexité-là, elle est extrêmement importante parce que c'est la complexité optimisée des méthodes de tri. D'accord? Les méthodes de tri, au mieux, peuvent être en n log de n. Au pire, en n carré, si vous faites n'importe quoi. Et si vous faites vraiment n'importe quoi, vraiment faire n'importe quoi en n cube, quand même, voilà, globalement. Mais ça existe. Donc, les linéaires logarithmiques, on va faire le même calcul. Vous voyez que si je prends 10 puissance 6, n vaut 10 puissance 6, log de n vaut 6. D'accord? Et effectivement, ça fait donc 60 millions d'étapes, donc c'est la même chose que celle-là, mais x 6. D'accord? Donc 6 millisecondes. Voilà. Encore une fois, c'est une évaluation à la louche hein, de ce qu'on raconte. Okay? Si ensuite, donc l'étape d'après, c'est n carré, ce qu'on appelle les quadratiques. D'accord? Donc là, ça signifie que si votre objet fait 10 puissance 6 éléments au départ, ça signifie que vous aurez 10 puissance 12 étapes à faire. 10 puissance 6 au carré. On est d'accord? Donc 10 puissance 12 étapes à faire, c'est pas compliqué. Si chaque étape prend 10 puissance moins 9, ça vous donne déjà un facteur 10 puissance 3. D'accord? 10 puissance 3 secondes. C'est-à-dire à peu près 20 minutes. Je vous rappelle que dans une heure, il y a 3600 secondes, donc à la louche, c'est un tiers de 50. 13 à la louche. Okay. Je tiens à attirer votre attention sur le sujet. Si vous triez quelque chose, que vous le faites de façon naïve, c'est ça dont vous parlez. Si vous le faites de façon optimisée, c'est ça dont vous parlez. Ça versus ça. Bien sûr, vous pouvez essayer la même chose, mais si je vous dis de le faire vous-même, vous n'avez pas envie en fait. Il y en a un des deux, vous n'avez pas envie. D'accord? Voilà. Donc, une fois qu'on a commencé à arriver là, en quadratique, d'accord,
Pourquoi j'ai 200 nanosecondes? Ah oui, 600... Ouais, 10 puissance 3 secondes, pardon, j'avais pas le même, c'est pas le même tableau. Ensuite, vous avez le polynomial, d'accord? Donc n cube, etc., etc. D'accord? Donc vous avez ensuite les θ de n puissance alpha, hein, donc ça c'est le polynomial. Donc bien sûr, le quadratique est un polynomial comme les autres, mais en général, on utilise polynomial pour n cube, n machin. L'algorithme de Dijkstra, qui est l'algorithme qu'on verra en fin d'année pour le parcours de graphe, d'accord, celui qui est utilisé par Google Maps pour trouver le plus court chemin de machin, il est à n2 puissance 43 si je ne me trompe pas. D'accord, voilà, peu de choses près. Donc là, il n'y a pas de temps, voilà. Donc, tout ceci, voilà, ça c'est la frontière. Par là, c'est ce qu'on va appeler les algorithmes acceptables. Autrement dit, vous pouvez espérer que la puissance de calcul un jour vous permette de les faire. D'accord? La puissance de calcul étant une fonction exponentiellement croissante du temps, vous allez pouvoir gagner face à des complexités polynomiales. D'accord? C'est ça l'idée. Grosso modo, hein, je vous rappelle, hein, la puissance de calcul double tous les 18 mois, c'est la loi de Moore. D'accord? Donc grosso modo, c'est une croissance exponentielle. Donc, en termes de puissance de calcul, si vous avez un truc polynomial, vous pouvez dire, bon, maintenant, c'est un peu naze, ça va me prendre trop de temps, mais vous vous dites, dans 10 ans ou dans 20 ans, je saurai le faire. D'accord? Tout simplement parce qu'une croissance exponentielle de la puissance de calcul finira toujours par battre un algorithme polynomial. Bien sûr, après, bah, vous avez les deux qui restent. Les algorithmes exponentiels, d'accord? Donc en puissance. Et là, je vais être assez clair. Imaginons que A vaille 2, ce qui est vraiment l'entier le plus petit, d'accord? Quel est le temps qu'on va mettre à faire ça? 2 puissance 10 puissance 6, multiplié par 10 moins 9, ok. Je ne sais pas si vous avez une vague idée de ce que ça fait 2 puissance 10 puissance 6. 2 puissance 1 million. Vous avez le droit de sortir votre calculatrice et de la faire fondre. D'accord? Voilà. Moi, dans ma fiche, j'ai écrit l'infini. Hein, d'accord. 2 puissance 1 million. D'accord? Votre calculatrice ne veut pas. D'accord? Oui. Alors, j'ai fait le calcul pour d'autres trucs. Alors, parce que j'ai fait le calcul pour vous donner un ordre de grandeur quand même. Je vais d'abord remettre le dernier et je vais finir sur les calculs. Le dernier, parce que celui-là, c'est pas le pire. Celui qui nous intéresse le plus, c'est celui-là. Petite remarque, quand vous cherchez le plus court chemin, vous dites, ok, je suis à un point, je peux donc choisir parmi les n-1 autres points, puis ensuite par les n-2 autres points, etc., etc. Autrement dit, vous avez une complexité factorielle sur l'algorithme naïf. D'accord? Donc ça, c'est factoriel. L'infini. Oui. Ça. Factoriel, ça gagne tout le monde. Factoriel, c'est éclaté, quoi. Alors, je vais vous donner des ordres de grandeur avec d'autres nombres. Des nombres où votre calculatrice est capable d'encaisser. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé mon distance moins 9 comme temps de calcul. Mais au lieu de prendre une liste à 1 million de termes, j'ai pris une liste à 100 termes. Une liste à 100 termes, c'est rien, d'accord? C'est le nombre de bonbons qu'il y a dans un paquet de bonbons, quoi, d'accord? Enfin, vraiment, c'est un gros paquet de bonbons, on est d'accord. Mais voilà, ok? Donc, c'est pas grand-chose, 100. Si vous faites une complexité exponentielle, d'accord? Avec 2, hein, pour A, d'accord? Ça vous prend 4 puissance 11 siècles. D'accord? Je vous rappelle que l'univers n'est âgé que de 13 milliards d'années. D'accord? C'est-à-dire 10 puissance 10 années. Donc, un algorithme de complexité quadratique avec A égale 2, c'est-à-dire le plus petit que vous puissiez avoir, et une liste de 100 termes, vous prend littéralement 10 000 fois l'âge de l'univers. Est-ce que ça, c'est humainement acceptable? On ne sait pas, il y a encore débat. Si vous faites la même avec factoriel, ça vous prend 10 puissance 139 siècles. Il y a peut-être encore un peu débat si c'est humainement acceptable. Vous avez intérêt à avoir une bonne retraite. Hein. Bonne retraite, là. Hein. Je ne suis pas convaincu que ça. D'accord? Donc, j'espère que vous comprenez pourquoi je parle d'algorithmes acceptables et d'algorithmes qui ne le seront littéralement jamais. Juste jamais. Ok? Oui. Tu lançais les factoriels,
Alors, en exponentiel, tu as un truc très simple. Alors, il y en a pas mal. L'exponentiel, c'est quasiment toutes les théories des jeux. Par exemple, tu mets des jeux simples, tu vois, genre le puissance 4, ce genre de conneries, des trucs à 2 états comme ça, le réversi. Si tu essayes d'imaginer les potentialités après, tu es souvent 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc si tu essayes à la fin d'évaluer toutes les finitudes du jeu, tu es comme ça. Si tu fais la même chose aux échecs, tu es comme ça. Parce que très vite, c'est une sorte de combinatoire. C'est le nombre de façons de choisir tant de trucs parmi tous les déplacements. Et au début, c'est très contraint, mais dès qu'un plateau d'échecs est un peu libéré, en gros, tu es en factoriel le nombre de pièces, puisque c'est le nombre de façons de, grosso modo, d'arranger les trucs. Donc ça va très... En fait, ces algorithmes existent. L'idée est la chose suivante. Si vous avez un algo qui marche, parce que vous le testez sur 10 termes, et qu'il est comme ça, il ne marche pas, votre algo, en fait, en vrai. Il marche là, éventuellement. Et quand je parlerai de gourmandise d'algorithme, c'est que grosso modo, on pourrait faire un algorithme comme ça, alors que vous en faites un en n cube, etc., etc. On est d'accord là-dessus? On verra la semaine prochaine et en TD comment on évalue la complexité d'un algorithme, mais vous avez déjà les bases pour la suite. Non, ça, alors, ok, je désamorce ça. Arrêtez avec les ordinateurs quantiques, ça ne marche pas du tout comme ça. Un algorithme quantique s'adresse à des algorithmes hyper spécifiques qui sont faits pour les ordinateurs quantiques. Un ordinateur quantique, grosso modo. Alors déjà, je vais être très clair. Les ordinateurs quantiques n'existeront pas pour le grand public de votre vivant. Voilà, il faut être très clair, d'accord? Aujourd'hui, la suprématie quantique, c'est une mythologie. Le supercalculateur quantique qu'ils viennent de poser au CEA n'est pas un supercalculateur quantique. C'est un supercalculateur à processus normal qui simule un ordinateur quantique pour que les informaticiens s'entraînent sur les algos quand les ordinateurs quantiques seront effectivement disponibles. Et aujourd'hui, les ordinateurs quantiques, c'est 12 qubits qu'on n'arrive pas à faire tenir ensemble. Parce que la quantique, c'est chiant. Donc, et ensuite, la majorité des algorithmes classiques vont plus lentement sur un ordinateur quantique. La quantique n'augmente pas la puissance de calcul à algorithme égal. La quantique te dit qu'il existe des problèmes qui sont infaisables à cause d'exploration de chemin en classique, et on pourra utiliser la mécanique quantique justement pour réduire leur complexité. Mais vraiment, il faut vraiment que vous ayez une bonne vision de l'ordinateur quantique, ce n'est pas des versions améliorées des ordinateurs classiques, c'est une autre classe d'ordinateurs sur lesquels il y a des choses qui vont aller beaucoup plus vite, et sur lesquelles plein de choses vont aller plus lentement ou ne sont pas applicables. Voilà. Oui. Non, je l'ai déjà dit. Voilà. Non plus.